Bon, bonjour à toutes et à tous, on va commencer. Donc merci d'être là pour ce cours numéro 4 et ce nouveau séminaire. On va toujours parler de photochimie, on va parler de choses nouvelles évidemment. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir en séminaire qui suit ce cours Rémi Métivier, dont je parlerai un petit peu plus dans quelques instants, qui nous parlera de molécules fluorescentes, leur assemblée et les propriétés qui en découlent. Nous, aujourd'hui, on va parler de photocatalyse. Alors, c'est un thème évidemment très large qui pourrait couvrir d'ailleurs un cours entier en plusieurs sessions. Mais j'ai décidé en fait de me focaliser, vous allez le voir, sur un certain nombre de points. Donc déjà, on va s'intéresser à la photocatalyse appliquée réellement à la chimie organique. Et même là, on va encore un petit peu restreindre le champ. Donc, d'une façon générale, comment définir la photocatalyse? En fait, ça va être généralement l'accélération d'une réaction en présence d'un photocatalyseur qui va permettre de produire et d'arriver à des transformations chimiques soit distinctes, soit, comme je l'ai dit précédemment, nettement accélérées. Et en fait, c'est l'état excité du photocatalyseur qui interagit avec notre substrat. Et c'est cette interaction qui donne naissance à un nouveau produit. Et on restaure l'état fondamental du photocatalyseur et c'est parti pour un autre cycle. Évidemment, le challenge tout de suite, c'est que le catalyseur ici, il est engendré donc, dans un état excité. Ça veut dire que sa présence est évidemment assez faible en quantité. Donc on voit tout de suite le challenge de la photocatalyse, c'est qu'il faut que cet état excité soit très réactif, mais surtout disponible pour le substrat, donc d'où le challenge quand même malgré tout la photocatalyse. Alors, donc, on peut l'utiliser pour quoi? Pour plein de choses. Si on sort du contexte de la synthèse organique, vous parlez de photocatalyse dans plein de domaines, des pollutions, ainsi de suite, par exemple. Mais là, nous, ça va nous servir à vraiment faire progresser une réaction qui marchait, par exemple, sur des irradiations UV, donc par exemple la rendre dans des conditions beaucoup plus douces d'irradiation, donc moins d'énergie. On va pouvoir changer le cours d'une réaction, dans certains cas, vous allez voir, faire des réactions qui étaient globalement inenvisageables précédemment. Et puis, je vais passer pas mal de temps aujourd'hui sur la synthèse asymétrique photochimique, où là, il y a un double challenge, puisque de toute façon, la catalyse asymétrique est toujours quelque chose de particulièrement compliqué, mais quand il s'agit en plus de le faire dans un contexte photochimique, les conditions sont... le challenge devient de plus important. Alors, il se trouve qu'un certain nombre de choses, si le domaine vous intéresse, et donc en archive, vous pouvez déjà regarder un certain nombre de choses. J'ai parlé assez peu de catalyse photoredox aujourd'hui, parce qu'en fait, j'en avais quand même parlé l'année dernière pendant les sessions 6 et 8 du cours, donc qui sont en ligne. Et la visite la semaine dernière de Zacharias à Mara m'a aussi allégé pas mal la tâche, puisqu'il a parlé de la photocatalyse pour engendrer de l'oxygène singulé. Donc je n'en reparlerai pas aujourd'hui. Et il a également parlé de la photocatalyse supportée, qui est un thème évidemment très émergent et très important. Et donc je vous envoie à re-regarder son séminaire qui était particulièrement intéressant et qui conceptualisait bien ces domaines. Donc plus particulièrement, on va parler de photocycloaddition 2+2 d'alcène non activé. C'est vrai que j'ai une affinité particulière pour cette cycloaddition, mais vous allez voir quand même qu'elle est intéressante à plein d'égards. On va parler encore du groupe carbonyle, beaucoup, en mode triplé principalement. On va parler de l'isomérisation des alcènes dont on avait parlé au premier cours, mais là, elle va être photocatalysée, donc ça va permettre de faire des choses différentes. On va parler de la benzophénone et de ses dérivés qui peuvent faire beaucoup de choses, du transfert d'énergie, du single electron transfer, du transfert d'hydrogène. Et puis donc, comme je vous avais dit, la photocatalyse chirale pour faire des photocycloadditions asymétriques, mais aussi des réactions de photoélectron transfert asymétriques, des électrocyclisations et quelque chose qui est émergent depuis maintenant une dizaine d'années et qui marche vraiment très bien, c'est la déracémisation photochimique, qui est un procédé évidemment très intéressant dans un contexte aussi pharma, où à partir d'un racémie, vous pouvez obtenir un seul énantiomère d'un composé, facilement, sans recristallisation, sans ainsi de suite.
Alors, bon, je reviens sur cette slide qui avait été montrée l'année dernière, il y a un an, ma leçon inaugurale, sur le principe de la photoxydation d'un photocatalyseur. Donc, on a un état fondamental, on met un rayon lumineux, on va atteindre un état S1. Cet état S1, alors je ne parle pas des états vibrationnels, hein, parce que ça c'est bon, c'est un diagramme de Jablonski-Perrin, on a déjà vu un certain nombre, on va encore en voir un aujourd'hui, très simplifié, mais bon, juste pour dire que cet état S1, évidemment, peut se désexciter via la fluorescence, peut avoir des rotations, ainsi de suite, donc émettre de la chaleur et donc revenir à l'état fondamental, mais il peut aussi aller vers l'état triplé, qui est souvent plein de réactivité. Et cet état triplé, lui, va pouvoir évidemment phosphorescer, mais tout ça, ce n'est pas très intéressant d'un point de vue réactivité photochimique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce soit au niveau de l'état singulier ou triplé, vous pouvez faire à la fois du transfert électronique et du transfert d'énergie, et donc généralement un petit peu plus à l'état triplé, parce que la durée de vie est plus importante, et généralement c'est plutôt ce qu'on cherche d'une façon générale. Ça veut dire aussi que ces deux processus peuvent être en compétition. C'est-à-dire que dans certains cas, quand on a l'action d'un photocatalyseur sur un substrat, qu'on a une réaction photochimique, le bilan réactionnel n'est pas toujours complètement évident, savoir si on a eu un transfert d'énergie ou un transfert électronique. On peut avoir des mécanismes assez semblables qui conduisent à la même chose. Donc la seule façon de distinguer ça, c'est généralement en prenant les pouvoirs d'oxydation, de réduction des substrats, et de voir si ça match ou pas avec les potentiels d'oxydation à l'état excité, des oxydation ou réduction à l'état excité du photocatalyseur. Bon, donc la Rolls-Royce de la photocatalyse, c'est le ruthénium BP dichlorure. Je ne sais pas si tu vas en parler aujourd'hui, Rémi, non, pas celui-là. Bon, voilà. Donc, mais bon, généralement, il revient tellement souvent. Et ça nous fait une bonne introduction aussi pour le cours de la semaine prochaine. Donc vous avez toutes ces transitions possibles sur ce complexe métallique de ruthénium. Et en fait, c'est celle-là qui nous intéresse plus, à 450 nanomètres à peu près, qui correspondent à une MLCT. Donc en fait, en quoi ça se caractérise? C'est qu'on parle d'un état fondamental ici avec ces 6 électrons dans les orbitales T2G et avec les radiations en 452 nanomètres. Hop, on a un électron qui, en fait, conduit à cet état singulier 1. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la modification sur le photocatalyseur. C'est que globalement, on a un électron du ruthénium 2 qui va sur le ligand. Donc, en fait, on constitue ici un centre ruthénium 3, oxydant. Et ici, on a un électron sur le ligand. Donc, on a quelque chose maintenant de réducteur. Donc, on fait à la fois un meilleur oxydant, enfin on fait un oxydant et un réducteur en cette opération. Toutefois, cet état singulier est particulièrement labile, il n'est pas très stable, donc il va vite vers l'état triplé par le système l'ISC, dont on a déjà parlé, s'y prête assez bien ici. Et donc maintenant on a cette nouvelle configuration, et cet état triplé lui est beaucoup plus long, et donc avec maintenant les potentiels suivants. Et donc, comme je vous disais, en fait, l'état excité est beaucoup plus oxydant et à la fois beaucoup plus réducteur. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Il est aussi possible de faire du transfert d'énergie à partir de cette photocatalyse. On va voir un exemple dans le cours, mais on va revenir là-dessus à la slide d'après. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ces données photophysiques, notamment de durée d'état de vie et ainsi de suite, sont quand même très dépendantes des solvants, évidemment des ligands sur le ruthénium. Et donc là, vous avez dans cette revue là, par Balzani et von Zaleski une compilation de toutes les données photophysiques de tous les complexes de ruthénium 2. Donc, mais il y a des variations qui peuvent être vraiment très importantes, parfois d'un solvant à l'autre. Alors, j'avais aussi présenté cette slide, mais c'est bon de la revoir dans le cadre de ce cours. C'est que globalement, on va donc avoir des photosensibilisateurs qui peuvent conduire à des états triplés, avec globalement, pour simplifier, généralement pour que ça marche bien, il faut que l'état triplé du photocatalyseur soit plus haut en énergie que l'état triplé du substrat que vous voulez exciter. Toutefois, il y a des cas où une petite différence est suffisante, voire même il y a des cas où globalement on est on va dire en endothermique, si on veut, globalement où l'état triplé du photocatalyseur est quand même en dessous du substrat et ça peut marcher.
Mais globalement, c'est le cas le plus favorable qui est le suivant. Ce que vous voyez, c'est que les benzophénones, elles, ont vraiment des énergies très intéressantes. Et donc, beaucoup d'intérêt parce que vu la simplicité des structures, et donc on va avoir beaucoup de photochimie avec cela. Évidemment, les complexes d'iridium sont très intéressants aussi. Et on va voir aussi un peu de chimie. Et puis après, vous avez quand même des molécules purement organiques qui sont assez utilisées pour certaines applications, comme le bleu de méthylène, la riboflavine. Enfin voilà, donc ça c'est quand même on va dire les blockbusters de la photosensibilisation. Et il y avait un cas dont on n'avait pas parlé quand on avait fait la photochimie sur les alcènes, même si on a vu quelques exemples dans le cours. Je vous renvoie par exemple à la synthèse et la d'Eran de Burns. C'est cette photocycloaddition photocatalysée donc, par les complexes de cuivre 1 et donc les travaux de Cauchy et Salomon. Donc Cauchy, c'est un nom qui revient très souvent dès qu'on fait de la chimie radicalaire ou de la photochimie, parce qu'en fait, c'était un physico-organique chimiste qui a vraiment élucidé beaucoup de mécanismes, qui a mis dans la littérature beaucoup de constantes cinétiques, et c'est vraiment rare quand on regarde des mécanismes de photocatalyse ou de chimie radicalaire de ne pas tomber à un moment ou à un autre sur les travaux de Cauchy. Et donc, les travaux de Cauchy et de Salomon, ce qu'ils ont montré, c'est que, alors c'était connu dans la littérature que les complexes de cuivre 1, comme ça, aiment bien se complexer à une oléfine et forment des complexes stables. Donc, selon le modèle de coordination de Dewar, Chad, Duncanson, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez une donation sigma d'orbital pi sur une orbitale d vacante du métal, et puis vous avez aussi une rétrodonation d'une orbitale d pleine vers la pi étoile de l'alcène. Donc ça assure une liaison très forte. Alors c'est vrai pour le cuivre, c'est vrai aussi pour l'argent et pour l'or typiquement, mais bon, le cuivre fait vraiment les complexes les plus forts. Ce qui est très intéressant aussi, ce qui a été montré par donc ces deux-là, c'est que si vous irradiez ces complexes en présence de cuivre triflate, généralement stabilisé par le benzène d'ailleurs, vous pouvez avoir une réaction de photochimie 2+2 ici, relativement propre. Et donc, ça c'était relativement intéressant, c'est que si vous faites ça par exemple avec de l'irradiation directe, vous allez avoir beaucoup de sous-produits, vous aurez certainement du produit, mais vous allez avoir beaucoup de sous-produits. Et donc, globalement, c'est une façon de faire réagir proprement des alcènes, on va dire, très peu activés. Là, il est activé par la contrainte de cycle, et ça, c'est vrai que ça favorise. Mais d'une façon générale, il n'y a pas de groupement on va dire, conjugant. Et si vous faites l'irradiation directe de ça, c'est pas de l'UV à 254 nanomètres qu'il vous faudra, mais c'est carrément pratiquement 180 nanomètres. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très énergétique. Alors, le mécanisme de ça, et c'est là que le schéma de tout à l'heure est assez intéressant, c'est que globalement, on a ce complexe entre l'alcène et le cuivre 1. Il a été très, très bel article, là, ce journal organométallique chemistry par Butzelar. Vraiment, il a pas été démenti, il a même été renforcé par cette étude récente aussi, que je vous conseille de lire, d'ailleurs, qui est très intéressante. Et donc, on irradie le complexe et on fait là aussi un metal to ligand charge transfer, donc autrement dit, on a un cuivre 10, D10, et il va balancer un électron ici sur cet alcène pour former un radical anion. Et ce radical anion, en fait, va lui-même, on va avoir neutralisation des charges, et donc on va avoir un électron qui revient pour créer cette liaison carbone-cuivre, et on forme maintenant un cuivre 2 ici et un radical ici, donc on a une espèce dirradicalaire qui va, elle, ensuite évoluer vers la cycloaddition 2+2. Et donc, c'est ça qui est assez important. Donc, des calculs récents là, de ce Hayes dans le JAX confirment ce MLCT qui n'était pas toujours clairement admis dans la littérature. Et surtout, il a dit que finalement, le cuivre 1, globalement, sert comme si c'était un triplet synthesizer, donc un photosensibilisateur triplé, mais pseudo-intramoléculaire, puisque globalement, vous êtes dans le cadre d'une coordination très forte du substrat, voire même une création de cette liaison carbone-carbone ici, donc former ce diradical. Et donc, globalement, on a vraiment ce cuivre qui aide à la réactivité des deux doubles liaisons. Alors,
Évidemment, il y a eu des évolutions sur ce système. Comme vous le savez aussi, quand on doit publier un article, il faut justifier pourquoi ce qu'on produit est meilleur que ce qui a été fait avant. Donc, par exemple, typiquement, Yoon ici montre que ce complexe cuivre triflat, il a un certain nombre de problèmes. Donc, celui-là, même stabilisé par le benzène, d'abord, il est très sensible à l'eau, il est très sensible à l'oxygène. Et donc, il propose quelque chose où on le stabilise par un ligand cyclooctadiene. On lui met un weakly coordinating anion. Et puis, globalement, donc, on va partir d'un précatalyseur de ce type-là. Donc, cuivre code le dimère ici, donc cuivre 1. Mais, comme il faut le rendre cationique pour que le complexe avec l'alcène se fasse, en fait, on va mettre des sels d'argent et donc on va globalement avoir on va engendrer ce type d'intermédiaire qui va pouvoir donc déclencher des 2+2 ici de façon très propre. Vous voyez, les rendements sont quand même très bons, bonne diastérosélectivité. Pareil ici, donc là c'est de l'intramoléculaire. Donc ça c'est typiquement des réactions, vous le feriez sans les sels de cuivre qui ne marcheraient vraiment pas bien. Alors que là, on a quelque chose qui peut être très très propre. Vous voyez qu'avec le sel de cuivre classique de Cauchy, on n'a que 48% de rendement, donc on a une embellie avec le sel ici de Yoon. Point intéressant aussi, si on prend par exemple deux diastéréoisomères, donc le E ici et le Z, on obtient globalement, majoritairement, les deux diastéréoisomères. En fait, on a une stéréospécificité qui est gardée de la double liaison ici, mais pourquoi on n'obtient pas qu'un seul diastéréoisomère malgré tout? C'est que globalement, ce sel de cuivre permet aussi l'isomérisation EZ de la double liaison. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Alors, cette version-là est intéressante. Toutefois, quand vous le savez, et si vous faites par exemple de la catalyse alors, rajouter des sels d'argent, et notamment en excès comme ça, n'est pas franchement extraordinaire, parce que ça rajoute quand même un autre métal. Alors, ils ont quand même montré que l'argent, a priori, n'était pas impliqué dans ces photochimies, parce que l'argent se complexe quand même très bien sur les doubles liaisons. Mais finalement, au niveau loading catalytique, ce n'est pas extraordinaire. Et puis, les sels d'argent, généralement, surtout celui-là, le HgSbF6, donc le SbF6- est certes non coordinant, mais généralement, c'est plutôt un sel d'argent qu'il faut garder dans une boîte à gants, donc ce n'est pas forcément si pratique que ça. D'où une version très intéressante, beaucoup plus simple d'emploi de cette 2+2 et de cette photochimie, et donc a été développée juste un an après par Burns. C'est en fait d'utiliser quelque chose de beaucoup plus stable, utiliser un sel de cuivre 2, donc sulfate de cuivre. Et alors lui, ce qui l'intéressait, c'était de faire travailler des amines, parce que globalement, ce qu'il dit, c'est que dans le système de Cauchy-Solomon, on peut avoir des alcools, ça marche à 250, bon, c'est la réaction qu'on vient de voir tout à l'heure, mais les amines étaient complètement exclus. Tout ce qui est amine, base de Lewis, c'est pas possible, on va dire, ça quenchait la réaction, c'était pas bon. Et donc lui, ce qu'il propose, bon, sans compter que c'était sensible à l'oxygène, à l'humidité, d'où l'idée de faire quelque chose qui est complètement polyvalent pour les amines, et notamment pour faire ces structures ici bicycliques, ces azabicyclo 3 de 0-heptane, qui sont présents dans de nombreux squelettes de molécules bioactives. Alors, on en a déjà un petit peu parlé de ces systèmes bicycliques qui sont des bioisostères d'autres systèmes cycliques. Et là, par exemple, on a des bioisostères de pyrrolidine et de piperidine. Et donc, ça permet de partir par exemple d'une structure existante, mais juste on change cette composante cyclique. Et en fait, on va avoir parfois vraiment des sélectivités ou des efficacités vraiment accrues. Donc, très simple à mettre en œuvre. On prend donc une amine diallylique. Alors oui, donc comment aussi quencher, enfin je veux dire supprimer la problématique de l'amine pour pas qu'elle interagisse avec le cuivre. Il suffit de la transformer en ammonium, et dans ce cas-là, une fois qu'on est sous la forme ammonium, l'amine n'est plus nocive pour le complexe de cuivre. Et évidemment, même s'il ne le montre pas réellement, le cuivre 2 ici est transformé in situ
en cuivre 1. Et donc on arrive à avoir ce type de réaction avec des bons rendements. Ce que vous voyez, c'est qu'on peut faire ça sur une assez grosse échelle. 1 gramme, et dans le cas où on a un groupement électroattracteur sur l'azote, comme un amide, on n'a même pas besoin d'acide, puisque là, globalement, la délocalisation sur l'azote est suffisante pour empêcher une interaction de l'azote, de l'atome d'azote avec le cuivre. Donc quelque chose de particulièrement simple à mettre en œuvre, et évidemment dans de l'eau, donc c'est particulièrement facile. Alors, une autre réaction dont on a parlé, et qui est intéressante d'un point de vue synthétique, c'est la Paterno-Bucci, puisqu'on fait des oxétanes, et les oxétanes sont présents dans un certain nombre de produits naturels, le plus célèbre étant le Taxol, par exemple, anticancéreux assez remarquable. Mais la Paterno-Bucci classique, dont on a parlé il y a 2 cours, généralement, on excite le carbonyle, qui réagit généralement avec une oléfine riche. Donc le cas classique, c'est un benzophénone ou un benzaldéhyde qui réagit avec une oléfine relativement enrichie pour donner cet oxétane. Et donc, Valérie Schmidt là, de San Diego, elle s'est intéressée à l'idée que est-ce qu'on peut renverser le système et donc non pas exciter le carbonyle, mais exciter, on va dire, l'alcène, ce qui permettrait peut-être d'enrichir la gamme des dérivés carbonylés qu'on peut utiliser dans ce genre de réaction. Donc, elle a mis au point ce complexe de cuivre ici, avec cet anion ici scorpionate. Donc, c'est un borate ici avec des groupements pyrazole. Et globalement, ce complexe est relativement stable, c'est un cuivre 1. Et surtout, il a un site de coordination qui est possible. Et on en reparlera un petit peu, ça, mais le fait qu'on ait cette coordination empêche à l'état excité, et notamment après, on va dire, quand on forme de façon transiente le cuivre 2, d'avoir un flattening du complexe. Car vous le savez, le cuivre 1 est plutôt tétraédrique, le cuivre 2 aime bien être plutôt square planar, mais en fait, quand on a un aplatissement du complexe de cuivre, il est beaucoup plus sensible aux attaques nucléophiles et autres quenching. Donc si on arrive à garder cette configuration tétraédrique, cette conformation tétraédrique, on a un état excité qui est beaucoup plus efficace. Donc ça marche globalement très bien, et donc l'idée c'est que vraiment sélectivement, on a cette coordination et on a le MLCT qu'on a vu, et maintenant c'est ce radical anion qui va pouvoir réagir avec le dérivé carbonylé pour donner ces oxétanes. Comme vous le voyez, on peut avoir différents types d'oléfines, mais surtout de façon plus... Alors là on ne voit pas les oléfines, elles ont été variées, mais surtout on peut engager des différents types de dérivés carbonylés, et notamment avec des groupements alkyles, ce qui est difficile dans la Paterno-Bucci classique. Une autre réaction des dérivés carbonylés, alors là on est un petit peu à la limite de la photocatalyse, mais juste pour rappeler qu'entre un état singulier et un état triplé, la réactivité peut être vraiment très très différente. C'est le même système ici, selon que vous soyez dans un système, on va dire, singulier ou triplé, va vous donner 2 types de réactivité complètement différentes, puisque globalement, donc c'est cétones bêta, gamma insaturés en mode singulier vont faire une transition. On va avoir un shift 1,3 du groupement acyl pour donner cette nouvelle cétone ici, pareil, bêta, gamma insaturé. Mais par contre, si vous êtes en mode triplé, ce qui va évidemment favoriser la formation de diradicaux, vous allez avoir ce réarrangement oxydipiméthane pour former maintenant cette cyclopropylcétone, via un arrangement dont on a parlé. Et alors la meilleure façon donc, de faire ça, donc cet article ici là, par Engel décrit ça très bien. Si vous faites cette réaction dans le benzène, vous allez rester en mode singulier, et donc vous allez avoir un shift 1,3 de votre groupement acyle. En fait, vous coupez ici la liaison carbone, ici carbone, et votre radical acyle vient ici, vous avez un radical ici, et vous reformez cette double liaison. Alors que si maintenant vous êtes en mode
triplé en faisant la réaction dans l'acétone, qui va servir ici de photosensibilisateur, vous formez ce produit de réarrangement. Alors, ce réarrangement 1,3 n'est pas forcément toujours si prévisible et a été assez peu utilisé en synthèse totale, mais on a un exemple ici. Ici, en fait, on va déconjuguer, on a un équilibre, un photoéquilibre, on va dire, entre cette cétone alpha-bêta insaturé ou avec la saturation ici. Et lui, par contre, peut être engagé dans le shift 1,3 pour donner maintenant ce squelette beaucoup plus complexe qui conduit à un produit naturel qui s'appelle cette anthroalbocine A. Donc ça, c'est un bel exemple ici de réaction où on peut utiliser ce shift 1,3 et rester donc en mode singulier. Et là, je vous montre le pendant, une réaction au contraire où on va pouvoir photosensibiliser le carbonyle qui nous intéresse et aller vers le oxide dipymetal rearrangement. Donc c'est le cas dans cet article ici de l'IAO pour faire la synthèse totale de la magellanine, puisque dans ce cas-là, on va avoir le triplet de ce carbonyle ici qui s'engage dans le réarrangement classique, formation de ce cyclopropane, réouverture, puis refermeture ici pour former un nouveau cyclopropane. On l'a vu dans le cours précédent, une fois qu'on a ces systèmes ici avec un cyclopropane, c'est comment les ouvrir sélectivement. Et en fait, ils y arrivent ici en faisant l'addition d'un radical stanyl sur le carbonyle qui va en fait permettre l'ouverture propre pour former un nouveau radical ici qui est hydrogéné. Donc on peut ouvrir ça proprement. Bon, même si on utilise de l'étain, ce n'est pas forcément le plus satisfaisant, mais la sélectivité est très très bonne. Alors, si on revient sur les cétones, les benzophénones comme photocatalyseurs, il y en a vraiment 3 qui reviennent beaucoup. Dans cette revue-là de Nicevitz, c'est vraiment une revue dédiée aux photocatalyseurs organiques, donc vous avez vraiment une compilation de toutes les données. Alors évidemment, ça date maintenant de 2016, hein, mine de rien, ça va vite, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Donc l'idée, c'est que la benzophénone est vraiment l'archétype de l'acétone que dès qu'on la photoexcite, va très vite à un état triplé qui peut faire pas mal de choses, donc du CET, de l'ENT ou du HAT, comme on va voir. Au niveau des irradiations, on est généralement dans le 350 nano, hein, comme vous voyez, dans 335 à 360. Le rendement quantique pour aller à l'état triplé, le rendement quantique de l'ISC est excellent. Hein, donc vous voyez que c'est quelque chose qui est complètement, pratiquement 100% triplé. Et autre chose notable, c'est la durée de vie des états triplés qui est très très longue. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très fiable. Mais ne pas oublier aussi que l'état triplé est lui-même a des propriétés redox qui peuvent être intéressantes, et notamment, si vous regardez la xanthone, son état excité est très très oxydant, tout en étant relativement réducteur aussi. Donc ça, il ne faut pas occulter ces propriétés-là. Donc il y a toujours une ambiguïté parfois dans certains mécanismes, parce que c'est vraiment du transfert d'électrons ou du transfert d'énergie, puisque ça, c'est l'énergie des états triplés pour faire le transfert d'énergie qui elles-mêmes sont quand même très élevées. Donc c'est un bel exemple que des molécules organiques finalement relativement simples peuvent avoir des propriétés à l'état excité particulièrement, on va dire, propices à la réactivité. Alors, des exemples de ça, il y en a eu depuis longtemps, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus maintenant. Un exemple particulièrement intéressant, c'était les travaux de Norbert Hoffmann et Jean-Pierre Pett à Reims, dès les années 2000, qui avaient montré qu'en fait, on pouvait, dans des conditions finalement relativement douces, additionner ces amines tertiaires sur ces lactones. On peut même avoir une certaine asymétrie dans certains cas, on va juste en discuter un petit peu, en utilisant cette cétone, ici, la diméthoxy. Et a priori, le mécanisme postulé à l'époque, peut-être un petit peu toujours discuté malgré tout, c'est que l'état triplé ici, finalement, va être photooxydant. Donc, on va prendre un électron à cette amine, va former ce radical anion, ce radical cation, qui lui, ensuite, évolue par perte d'un proton pour former ce couple de radicaux, alpha-amino, et donc celui-ci. Ce radical alpha-amino est extrêmement nucléophile, donc s'additionne très facilement
sur cette oléfine ici qui est activée. On a un radical ici maintenant qui a plusieurs possibilités d'évolution. Donc soit il prend un électron ici pour former l'énolate, et ça perd un proton et c'est protoné. Ce qui est suggéré dans l'article, c'est que globalement, on a peut-être en fait un processus en chaîne. D'après les rendements quantiques qu'ils calculent, ils ont des rendements quantiques de 3 ou 4, donc on a peut-être un processus en chaîne où on a tout simplement un transfert d'hydrogène entre le substrat de départ et ce radical, qui nous permet donc de réengendrer le radical et ainsi de suite, et de délivrer le produit final. Donc on a les deux possibilités, l'un pouvant servir d'initiation ou de réamorçage de la chaîne, parce que bon, en même temps, un rendement quantique de 4 suggère que ce n'est pas forcément une chaîne très très efficace, donc d'où la cohabitation de deux mécanismes. Si maintenant vous mettez sur votre substrat un mantyle, comme ça vous avez une bonne sélectivité faciale, et donc globalement vous allez éviter la contrainte stérique du mantyle et attaquer, on va dire, par la face devant nous, ici, et former cette liaison carbone-carbone. Vous avez un bon contrôle sur ce centre, par contre, vous n'avez pas de bon contrôle sur ce centre. Alors, comment monter un petit peu en puissance aussi avec cette chimie? C'est quelque chose dont on va reparler un peu la semaine prochaine aussi, mais c'est de coupler ce genre d'arrachement d'hydrogène avec une catalyse au nickel, donc faire tout ça dans le même pot. Donc trouver des substrats qui ont un hydrogène relativement labile. Généralement aussi, ça veut dire un hydrogène qui a quand même un caractère d'hydrure, enrichi par un hétéroatome en alpha. Et maintenant, avoir ces deux cycles qui marchent. Donc, comme vous le voyez, les substrats qui sont engagés ici, c'est généralement des éthers cycliques, donc des THF ou des dioxanes. Ça peut être aussi des substrats acycliques, mais c'est toujours en alpha d'un hétéroatome. Ou aussi deux substrats ici où on active la CH benzylique. Donc le principe est le suivant, on a l'état triplet, il fait un transfert d'hydrogène, on a ce radical ici qui va être relativement persistant. Pendant ce temps-là, le radical carboné ici va rentrer dans l'autre cycle, il va rentrer à cette étape-là sur ce complexe de nickel 2 qui résulte de l'addition oxydante sur un bromo aromatique. Donc on passe par un complexe nickel 3, élimination réductrice, et maintenant lui de récupérer un électron. Donc globalement, il va oxyder ce substrat qui va perdre un proton, mais donc on a une base qui va neutraliser ça et c'est comme ça que ça tourne. Donc ça, c'est des mécanismes proposés, pas tous complètement démontrés, surtout la partie nickel qui reste toujours en suspens. Mais malgré tout, l'efficacité synthétique est bien. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est finalement, et ça arrive parfois souvent en photochimie. Donc ce n'est pas tellement pour l'implication synthétique que je vous montre cet article, c'est plutôt sur l'idée que, en fait, on génère in situ une benzophénone qui est a priori le catalyseur de la réaction qu'elle crée. Okay, donc en fait, quand vous planifiez une réaction photochimique, il faut évidemment vous poser la question des réactivités, des propriétés photophysiques de vos réactifs, de votre photocatalyseur, mais aussi probablement des intermédiaires, et également du produit, parce que finalement, est-ce que votre produit n'est pas lui-même potentiellement un photocatalyseur? Et ça, il y a quand même un certain nombre de rapports là-dessus. Donc l'idée, c'est toujours la même. Le mécanisme, en fait, on va coupler ce fragment acide avec un bromo-arène pour former ces benzophénones. Et pour faire ça, on engendre ce radical qui, lui, provient d'un arrachement d'hydrogène par le haut point qui est ici, donc par la benzophénone à l'état triplet, radical très électrophile ici. Ce H ici est relativement hydridique, et donc on forme ce radical acide. Ce radical acide s'additionne sur le complexe de nickel 2 tout à l'heure, on a de l'élimination réductrice, ça libère le produit. Et donc le produit peut servir de photocatalyseur parce que lui peut être photoexcité et ainsi de suite. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est évidemment comment ça a commencé ce cycle.
Et là, l'article n'est pas enfin, va pas très loin, enfin, ne me donne pas d'analyse, mais ce qu'il dit, c'est que globalement, ce qu'ils ont remarqué, c'est que si on met le benzaldéhyde en présence d'une base et de la lumière, on a une évolution de ce benzaldéhyde vers différents types de produits, dont le benzyle. Donc, cette espèce-là. Alors, entre autres, hein, et qui peut perdre un CO et du coup vous donner une benzophénone qui peut du coup servir de catalyseur. Donc, c'est vraiment l'évolution du benzaldéhyde initial qui pourrait engendrer une quantité catalytique de photocatalyseur et faire que la réaction marche bien. Bon, il y a des limites à cette réaction. Si vous avez des aldéhydes trop riches en électrons, généralement ça ne marche pas très bien. De même que vos aromatiques, certains hétérocycles ne marchent pas, bon, ainsi de suite. Voilà. Bon, ça aussi, on en a un petit peu parlé, mais c'est juste, on revient sur cette idée, est-ce qu'on peut avoir une transition singulée, triplée, directe, chose qui a priori n'est pas possible. Mais donc ce groupe-là, Nemoto, on en a déjà parlé, montre qu'en fait, on peut faire le même genre de réaction que précédemment, un arrachement d'hydrogène et alkynylation. Donc on forme un radical ici. Mais ils se mettent dans des conditions à 400 nanomètres où ni la benzophénone, a priori, alors je dis bien a priori, n'absorbe, ni surtout le dérivé, ce dérivé ici hypervalent de l'iode du laboratoire Vaser. J'ai le nom sur le bout de la langue, mais voilà, ce EBX, ce type EBX, qui est en fait un agent d'alkynylation. Et donc, si vous regardez les spectres UV des partenaires, donc en rouge, c'est le BX, et donc à 400 nanomètres, vous voyez que vraiment, on n'est même plus dans un phénomène de queue. Donc, il y a deux types de spectres. Il y a le spectre avec un chemin d'1 centimètre de cuve, et l'autre 10 cm pour être sûr que vraiment on ait de l'absorption. Donc à 10 cm, évidemment, ça va un petit peu plus loin, mais ça n'absorbe toujours pas, alors que la benzophénone, elle, à 400, aurait le début d'une absorption, et cette absorption, basée sur un certain nombre de choses, il l'attribue donc à la S0 T2, c'est-à-dire celle-là, directe. Et comme on le sait, ce T2 est très fugace et arrive au T1 qui, lui, est très... bon, on en a déjà parlé, très stable, très réactif, et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est relativement intéressant. Bon, ça reste probablement quand même malgré tout une curiosité, parce que globalement, on fait à 400 nanomètres au lieu de faire les autres manips à 360. Donc, bon. Mais ça montre qu'on peut avoir des analyses assez fines sur certaines réactions et finalement changer un petit peu les paradigmes de réactivité. Alors, justement, quelque chose qui est bien connu dans la littérature, et qui est toujours surprenant pour le chimiste organicien, on va dire, classique, c'est qu'on peut isomériser des doubles liaisons E en Z, et notamment, mettez un terbutyl ici, vous pouvez créer de façon sélective cette olefine Z avec ce terbutyl. Et ça, évidemment, c'est complètement contre la thermodynamique. Vous pouvez le faire par irradiation directe, mais c'est toujours compliqué. Et dès les années 80 et 60, il y a un certain nombre de photosensibilisateurs qui ont été trouvés pour faire ce genre de transformation. Alors le principe, en fait, c'est quoi de cette isomérisation? C'est que globalement, vous allez exciter votre substrat, le plus stable thermodynamiquement. Vous l'envoyez dans un état S1 ou T1 qui correspond globalement donc, à une transition généralement pi-pi-étoile, et donc qui correspond à un diradical. Et ce diradical en fait, il va y avoir une rotation possible ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans cet état diradical, il y a un état minimum. L'état minimum, c'est quand les deux fragments sont à 90 degrés.
avant de redescendre vers donc la Z ou la E. Et en fait, ce minimum de l'état S1 ou T1 correspond à l'état maximal énergétique de l'état fondamental que vous pourriez obtenir par exemple en chauffant. Mais si vous chauffez votre substrat pour obtenir ce dit radical, vous allez certainement avoir du caramel à la fin, vous allez certainement le dégrader. Donc c'est une bonne façon d'arriver là et après avoir des excitations qui conduit au mélange d'oléfines. Mais la clé du succès, c'est que maintenant, lui, qui est le moins stable, absorbe mal et ne fait pas ce cycle facilement, ou voire ne le fait pas du tout. Donc ça, on peut faire ça de différentes façons. Donc si on se met à une longueur d'onde à laquelle il n'absorbe pas, ou que lui absorbe, donc en fait on peuple très vite en cet isomère qui ne revient pas en arrière. Donc l'idée c'est vous l'excitez, il fait ce chemin, il arrive là, il redescend, il peut redescendre sur les deux, mais lui ne fait pas un cycle alors que lui le refait, donc à la fin vous peuplez dans cet isomère. Donc c'est celui qui a beaucoup relancé donc, cette photocatalyse de l'isomérisation ZE, c'est Ryan Gilmour à l'université de Münster. Sur une base assez simple, hein, on prend la thioxanthone, on prend différentes molécules et on l'isomérise, donc là le E en Z. Et alors pourquoi ces substrats marchent si bien? C'est que là il a découvert quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que alors, ces dérivés vinylboroniques qui sont synthétiquement intéressants parce qu'on peut les engager dans des cross-couplings et ainsi de suite. Mais en fait, ils ne sont pas du tout innocents parce que globalement, quand vous passez de l'état E à l'état Z, il y a un phénomène intéressant qui arrive, c'est que globalement, l'état E, on a une conjugaison pleine de l'orbital P ici avec tout le système pi. Donc, on peut l'exciter. Alors, ET ici, ce n'est pas electron transfer, hein, c'est clairement transfert d'énergie. On peut l'exciter facilement, alors que l'état Z ici a la possibilité d'établir une interaction entre l'atome de bore et l'oxygène qui va conduire en fait à une rotation de 90 degrés de l'orbital P ici avec un doublé donc, de l'oxygène. Et donc vous cassez la conjugaison, donc ce chromophore est moins bon et donc il va être beaucoup moins photoexcité et ainsi de suite. Donc globalement, on peut passer d'un E ici à un Z, le E étant souvent accessible plus facilement par synthèse d'ailleurs, à ce Z, et vous avez cette interaction ici qui sécurise cette isomérisation. Donc c'est ce qu'il explique ici. Hein, on a la following geometric isomerization, donc la proximité du bore et l'oxygène, résulte dans une rotation de 90 degrés pour avoir cette interaction entre la N, donc un doublé non liant avec l'orbital P du bord. Et donc on modifie le chromophore. Et donc la réexcitation n'est pas facile. Donc voilà, une illustration. On a maintenant deux dianophiles ici qu'on va pouvoir engager dans une réaction de Disalder avec complètement stéréospécifique. Alors on a le problème de l'endo-exo, mais on garde thermiquement, dans des réactions thermiques, on va garder cette stéréochimie ici, elle est complètement établie, ça ne bouge plus. Donc on peut aussi faire des couplages. Et il a suivi ce travail avec des diènes. Alors ici, il va isomériser les Z en E en utilisant, il se trouve que le meilleur photocatalyseur ici, photosensibilisateur, va être ce ruthénium BP. Toujours basé sur la même idée qu'on a cette interaction ici entre cet oxygène et le boronate. Et pour bien montrer que c'est vraiment ça qui est déterminant, si vous prenez par exemple un MIDA où l'orbitale vacante du bore, elle, est prise en charge par cet azote, il n'y a pas d'interaction possible entre le bore et l'oxygène, et donc globalement, l'isomérisation ne se fait pas. Vous n'avez pas du tout vous restez sur le même isomère. Donc c'est un papier qui est juste encore quelques données là-dessus. Donc vous voyez l'isomère ici Z, où le système est complètement conjugué et plan. Et vous avez l'isomère E, ici le RX, où vous voyez l'interaction entre l'oxygène et le bore, et donc cette rotation à 90 degrés du boronate qui coupe cette conjugaison. Et donc globalement, ça se traduit aussi par le fait que le quenching ici, donc une coupe de Stern-Volmer, est beaucoup plus efficace avec cet isomère qu'avec celui-là, et donc c'est lui qui est constamment isomérisé.
Voilà, donc on va passer un petit peu à la catalyse asymétrique et la photochimie asymétrique. Donc un des grands contributeurs, et qui a certainement, même s'il y a eu des travaux précurseurs, mais qui a conceptualisé ça de façon très régulière sur une bonne vingtaine d'années, c'est Thorsten Bach, donc qui a la Technische Universität à Munich, et qui s'est appuyé beaucoup sur ce template ici, ce système cyclique, avec ces 3 substituants en axial, en position axiale, qui viennent lui-même de la synthèse à partir du camp acide. Alors ça peut soit camp acide ou soit camp triacide, hein, comme vous voulez. Donc il y a un dérivé admirable pour ça, puisque ces 3 acides carboxyliques sont en axial, tenus par des liaisons hydrogènes. Et donc on a une plateforme qui est très fiable, on sait d'un point de vue conformationnel. Et donc ça a été beaucoup utilisé par Rebec pour faire la reconnaissance moléculaire et de la chimie supramoléculaire. Donc, initialement, les premiers travaux de Bach ont été de montrer qu'on pouvait faire, par exemple, un Paterno-Bucci complètement diastérosélectif. Dans ce cas-là, on part d'un aldéhyde où on a le template ici, et il va réagir avec cet énamide pour former ce composé ici bicyclique. Il y a 2 diasteréoisomères qui peuvent être formés, mais celui qui va être formé va privilégier l'interaction de ce NH avec le système ici du template. C'est ce qu'on voit avec sur le X-ray, et donc on va avoir une très bonne diastérosélectivité dans cette cyclo-addition, ce Paterno-Bucci. Donc, on voit que ce template est efficace, et vous allez voir qu'on n'a pas fini de le voir. Il va aussi utiliser, faire une réaction de 2+2 entre cette énone et cette double liaison, mais en présence maintenant de ce photocatalyseur ici. Alors, ce n'est pas vraiment un photocatalyseur, d'ailleurs, puisqu'il est présent à 2,6 équivalent, et surtout, il va complexer la molécule. Donc globalement, on va avoir une complexation que je n'ai pas montrée ici, toujours par des liaisons hydrogènes de ce noyau-là avec ceci, pour diriger cette cycloaddition 2+2, et là on va pouvoir avoir des bons EE. Alors, le contrôle était bon, on reste sur la photochimie dans des conditions quand même un peu particulières, donc c'est de l'UV, moins 60 degrés, un large excès de ce template, et donc d'où l'idée d'aller peut-être un petit peu plus loin, et pourquoi pas avoir un système 2 en 1, c'est-à-dire qu'il pourrait faire à la fois photocatalyseur, et donc photosensibilisateur, et en même temps amener l'induction asymétrique. En fait, le premier qui a montré ça, c'est Krischeux, avec ces systèmes ici de cétone, ici de benzophénone, avec un système un peu limite peptide ici, avec pas mal de groupements pour faire des liaisons hydrogènes, et donc stéréo-diriger cette 2+2 ici. Donc ce que vous voyez, c'est que si on compare l'efficacité de ces 2 benzophénones, si on utilise cette benzophénone, la réaction va marcher, mais le EE est de 0, alors que celle-ci, qui permet vraiment une très bonne prise en charge par liaison hydrogène du substrat, va conduire donc à une 2+2, certes, énantiosélective, le EE est faible, mais bon, malgré tout, l'idée est démontrée. Il se trouve que Krischeux avait fait son postdoc chez Jean-Marie Laine, donc on peut expliquer aussi cette affinité de faire rentrer les interactions supramoléculaires dans cette catalyse asymétrique. Alors, en fait, à ma connaissance, il n'y a pas eu de follow-up sur ce travail. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le template qu'on a vu, donc le template de Rebec-Bach, on va dire, lui se montre vraiment très efficace pour le même genre d'objectif. Parce qu'en partant sur les mêmes substrats, maintenant on utilise cette xanthone connectée au substrat ici, au template précédent, et là on va pouvoir avoir des 2+2 intramoléculaires et fortement énantiosélective.
qui s'explique par le fait qu'on a notre substrat qui est tenu par liaison hydrogène, et maintenant on va avoir une stérosélectivité faciale qui évite l'interaction entre cette chaîne et l'exanthone, et donc on va avoir une attaque par la face inférieure pour conduire à ces 2+2. Donc ça, c'est les EE ici sont très bons. Cette approche ici s'avère très très générale pour d'autres types de réactions, on va voir. Donc là, c'est la cycloaddition, 2+2. Mais ce qu'a pu montrer aussi Bach dans ce Nature, c'est que globalement, on peut faire du PET énantiosélectif, comme ce qu'on a vu avec les travaux de Ronald Hoffman et pas Ronald, Hoffman et Jean-Pierre Pett, et avoir ces produits ici sous la forme de 2 énantiomères. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on utilise le photocatalyseur ici suivant, le rendement est bon, mais évidemment on obtient un racémique. Si on utilise le 4, on va avoir un début de EE. Si on augmente un petit peu sa présence, le EE monte à 70-30. L'énantiomère, dans les mêmes conditions, conduit l'énantiomère du photocatalyseur ici va conduire au rapport énantiomérique inversé, ce qui est logique. Si on monte encore, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive en allant jusqu'à 0,3, on peut avoir une énantiosélectivité de 85-15, donc ce qui montre qu'on peut un petit peu contrôler ces réactions. Et donc, il faut forcer aussi peut-être la complexation donc, de ce substrat ici avec le photocatalyseur, toujours par liaison hydrogène. Et donc, après, on imagine qu'on a on forme le radical alpha-amino qu'on a vu tout à l'heure, qui fait cette addition sur cette double liaison. Et là, on a un cas intéressant où on mélange le photocatalyseur racémique, le template ici qui n'est pas photocatalyseur, celui qu'on a vu avant, et on peut avoir la même énantiosélectivité globalement que tout à l'heure. Bon, elle est inversée, mais alors vous pouvez me dire, bah oui, mais dans ce cas-là, ces composés-là n'ont pas beaucoup d'intérêt. Sauf que le loading ici en agent chiral, en complexant, vous voyez, de 1,2 équivalent. Donc on est obligé d'en mettre beaucoup plus. Donc il y a bien intérêt à utiliser ce 2 en 1, ce photocatalyseur chiral. Alors, il y a aussi des choses avec les catalyseurs métalliques, avec l'idée qu'on pourrait rendre un centre métallique chiral, donc c'est de la chiralité delta ou lambda, donc dans la géométrie octaédrique, et c'est principalement les travaux de Megers, sur lesquels je n'ai pas beaucoup rentré, parce que ça a été vraiment on va dire l'initiateur de cette chimie, là, donc ce qu'on appelle les Carroll at Metal photocatalyses, donc basés sur du rhodium et de l'iridium. Mais il a fait beaucoup de photoredox, et là, bon, pour être plutôt dans le fil du discours, je vais plutôt rester sur le transfert d'énergie. Mais je vous conseille la lecture de cet account qui décrit très bien ses travaux et explique toutes les possibilités de cette chimie. Et notamment une, et c'est de partir de ce genre de complexe, soit iridium, soit rhodium, de complexer par exemple cet énolate. Et si vous irradiez ce complexe énolate, iridium ou rhodium, en fait, ce complexe ici photoexcité va être globalement réducteur et va permettre de donner un électron à quelque chose qui est relativement électrophile, qui va conduire à la formation d'un radical comme ça, qui lui va pouvoir revenir sur le substrat. Et donc, on va pouvoir avoir des additions ici de ce type-là. Et globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont extrêmement énantiosélectives. Vraiment, les énantiosélectivités de ces additions sont très bonnes. Uniquement aussi parce que d'abord, la chiralité ici donc est très efficace, mais en fait, il y a une stabilité configurationnelle qui est vraiment excellente. Donc, c'est une chimie qui est particulièrement intéressante. Alors, je vous prends un autre exemple récent par Tae-Sik Yoon, parce que là, la littérature est vraiment très, très abondante. Et il y a vraiment beaucoup de choses, donc on ne peut pas tout présenter, mais nos types de réactions.
qui va être une photoélectrocyclisation 6pi. Donc on va électrocycliser ce produit-là pour donner celui-là et regarder l'identiosélectivité. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser un complexe d'iridium qui a ce ligand pyridyl-pyrazole, qui évidemment est très propice à faire des liaisons hydrogènes, et donc on va favoriser aussi les substrats qui s'y prêtent. Et d'où ce genre de substrat ici. Et globalement, ce qu'il faut, c'est, je vous montre, déjà on va voir comment on fait le photocatalyseur d'iridium. Alors les excitants tumériques sont très bons, on peut utiliser différents types de partenaires, et donc on a là aussi mélangé le photocatalyseur et l'information chirale, et ça repose aussi sur des liaisons hydrogènes comme précédemment. Donc comment faire ces photocatalyseurs chiro? En fait, on va partir de la chimie qui est bien connue de la synthèse des photocatalyseurs à l'iridium, où on a d'abord une CH fonctionnalisation dans des conditions généralement dures. On part de ces ligands bipi, on part d'iridium trichlorure, on chauffe dans l'eau, dans le méthoxyéthanol, et on obtient ce dimère où, comme vous le voyez, on a en fait activé cette liaison CH et fait une liaison carbone-iridium. Ces dimères sont très stables. On peut ensuite le cliver en présence d'un ligand, donc on va rendre l'iridium cationique. Et on va rentrer, en présence d'une base, on va rentrer ce ligand qui va nous permettre d'obtenir deux diastéréoisomères qui peuvent être séparés par colonne chromatographie. Il y en a un qui est obtenu majoritairement et de façon surtout beaucoup plus pure que l'autre, et donc c'est lui qui va être engagé dans l'étape d'après, où on va introduire donc, dans notre ligand ici pyridylpyrazole, et on va obtenir ce complexe cationique de l'iridium avec un contre-ion complètement non coordinant qui est le BARF, et donc voilà, donc on peut obtenir ça. Et après, l'idée c'est donc on met 5% de mol de ce photocatalyseur dans des conditions d'irradiation à 427 LED, donc nanomètres, donc vraiment très douces. On va obtenir ce produit de 6pi. Donc c'est du. Alors le mécanisme. Donc l'énergie d'état triplé de ce photocatalyseur, c'est 60 kcal par mol, donc ce qui est pas mal. Ils ont montré qu'il n'y avait pas de photoredox dans cette réaction. On se base sur l'idée que c'est un processus conrotatoire 6pi, mais je crois que Rémi va nous en parler de ce genre de choses. Globalement, il est accompagné en fait d'une migration 1,4 suprafaciale. Donc le mécanisme est là. Donc on a complexation de notre substrat au photocatalyseur via liaison hydrogène. De cet azote ici avec ce NH. Et globalement, on a une attaque par la face Si qui est possible, mais il y en a deux qui peuvent être. Alors, il y a deux attaques Si possibles et deux attaques Ré possibles. Mais globalement, les attaques faciales Ré sont dues à leur interaction assez forte avec le photocatalyseur, sont éliminées. Donc, a priori, elles n'ont pas lieu. Ces deux-là sont possibles, mais il y en a une qui est mieux que l'autre, parce que globalement, alors déjà, on a de la torcosélectivité qui conduit à ces deux isomères. Soit on fait le conrotatoire dans ce sens-là, soit on le fait dans l'autre sens. Et en fait, ce qui discrimine maintenant ces deux possibilités, c'est le transfert final d'hydrogène de cette position. Alors, ça va être, oui, c'est là. Alors, il faut là qu'on retrouve l'aromaticité. Donc là, c'est celui-ci qui vient là, ou autrement dit, celui-ci qui vient là. Et ça te fait... Oui, c'est ça. Donc celui-là qui vient ici, il faut que ça se fasse en suprafacial. Et dans cet intermédiaire, c'est compliqué. Il y a un clash stéréique qui se forme là aussi à cause du photocatalyseur. Donc en fait, on arrive très sélectivement à cet énantiomère qui est formé. Donc c'est assez élégant. Le design est impressionnant et l'efficacité aussi. Et donc, comme je vous avais dit, je vais vous parler un tout petit peu je vais terminer par ça pour aujourd'hui. C'est la déracémisation catalytique qui permet donc de prendre un mélange racémique
et d'obtenir très facilement les deux énantiomères, qui va vous permettre d'obtenir sélectivement, de transformer ce racémique en un seul énantiomère. Et ça, c'est très important. Donc l'idée, c'est différent d'une résolution cinétique. Là, vous partez d'un racémique, et il y en a un qui ne réagit pas, et qu'on va retrouver avec un bon EE, et l'autre a réagi pour vous donner un autre produit, a priori avec un bon EE. Donc ça, c'est le cas classique. Après, vous pouvez vous mettre dans le cadre de la Dynamic Kinetic Resolution, où globalement vous partez d'un racémique, et vous arrivez à un seul produit avec un bon EE, parce que vous avez aussi un processus de racémisation constant dans la réaction, qui fait que vous allez pouvoir engager celui qui n'a pas réagi, parce que lui, vous pouvez le racémiser. Donc, mais ce que vous voyez, c'est que là, vos énantiomères, vous les transformez en quelque chose d'autre. Ici, c'est différent. On part d'un mélange racémique, et à la fin, on n'a qu'un seul énantiomère de ce mélange racémique. Et on ne l'a pas transformé en un nouveau produit. Okay, donc c'est particulièrement puissant. Et donc ça, c'est les intermédiaires ici qui sont symbolisés. Alors pour ça, donc, il a bien conceptualisé. Cette revue est très intéressante. Premier papier marquant sur cette série, c'est ce Nature 2018. Et donc pour cela, ce qu'il dit, c'est qu'on va s'appuyer sur donc on va enlever le centre stérogène de façon temporaire, et on va engendrer un intermédiaire à durée de vie assez courte qui va réagir pour évoluer vers l'énantiomère voulu. Donc globalement, voici les short-lived radicals, des radicaux mais intermédiaires qu'il a engagés. C'est souvent donc des radicaux ou éventuellement des énols, des diradicaux, triplet state, voilà. Alors, comment ça s'est concrétisé? Quel est l'exemple le plus marquant? Enfin, un des exemples très marquants, c'est par exemple de partir d'un mélange avec une chiralité axiale d'alène, un mélange racémique ici de ces deux énantiomères d'un alène. On utilise ce photocatalyseur maintenant qu'on connaît bien, et globalement, on va pouvoir obtenir, à partir du racémique, un seul énantiomère à chaque fois de ces alènes, avec, comme vous voyez, d'excellents EE. Donc l'idée, c'est que d'un point de vue photocatalyse, on va passer par un état triplé, ici, à 60 kcal, ce qui correspond à peu près à l'état triplé de ce photocatalyseur. Et l'idée, c'est qu'un des énantiomères va pouvoir être engagé dans ce processus de racémisation, mais pas l'autre. Et donc, parce qu'en fait, son interaction avec le photocatalyseur est trop éloignée. C'est ce qu'on voit ici, la constante d'association. Ça, c'est la constante d'association de ce complexe ici et celle de celui-là. Donc, celui-là a une constante d'association bien plus élevée. Donc, lui, il va pouvoir être racémisé, lui ne va pas l'être. Et ces racémisations ici sont très, très rapides. En 20 à 30 minutes, globalement, vous pouvez avoir conversion totale. Donc l'idée, c'est que un n'est pas touché et l'autre, lui, constamment racémisé. Et donc c'est comme ça qu'on discrémine et qu'on va initialement vers un seul énantiomère. Donc ça a été appliqué dans beaucoup de cas par maintenant Bach. Il a fait aussi de la chiralité centrée. Il a fait des oléfines chirales. Donc c'est relativement large comme scope. Évidemment, tout repose sur la liaison hydrogène, donc ce qui veut dire quand même qu'il vous faut des substrats qui se prêtent à cette complexation avec le photocatalyseur. Et donc une autre approche... Alors oui, j'ai pris cette approche, j'ai pris ce cas-là parce qu'il est intéressant, parce qu'il marche mal. Et c'est aussi intéressant de voir pourquoi ça marche mal. Et d'ailleurs, c'est facile de voir pourquoi quand ça marche mal, parce que vous voyez, ça finit à synthesis, donc ça veut dire aussi quelque chose, c'est que globalement, la chimie est intéressante, mais bon, les résultats n'étaient pas à la hauteur. Et effectivement, les résultats, quand vous regardez les EE, ils sont relativement faibles. Donc l'idée, c'était, est-ce qu'on peut partir d'un mélange de sulfoxyde, hein, vous savez, le sulfoxyde, c'est le soufre qui est stérogène, il peut être vers nous ou derrière le tableau.
Et l'idée, c'était d'avoir aussi toujours ce template ici, du coup ce substrat qui se complexe, et voir comment il interagit avec le photocatalyseur. Mais en fait, la discrimination entre le doublé et l'oxygène est trop faible. Et donc, globalement, les deux, il n'y a pas une discrimination de réactivité assez importante, donc les deux réagissent relativement bien. Et donc, d'où le fait qu'on arrive à des mélanges énantiomériques assez faibles. Par contre, c'est le mécanisme qui est intéressant, même s'il ne le décrit pas complètement dans l'article. Ce qu'il dit, c'est que comment ce sulfoxyde finalement se racémise. Quel est le mécanisme? Donc, est-ce qu'on a une excitation par certains côtés du SO et on passerait par un espèce d'état planaire et puis qui va soit d'un côté soit de l'autre, ou, et plus probablement, en fait, on a une rupture d'une liaison carbone-soufre et recombinaison. Et donc, lui, c'est ce qu'il propose, et bon, il y a des éléments dans la littérature qui vont dans ça. Donc, globalement, on casse la liaison carbone-soufre, le radical sulfinyle, lui, du coup, s'isomérise, et on revient en arrière. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette sélectivité est vraiment faible, mais due à la faible différence faciale, et que, par contre, le reversible bond cleavage, ça peut être quelque chose d'intéressant pour des racémisations. Il a utilisé ce principe-là, mais là, je vais vous montrer globalement la même idée, mais par autrement, en utilisant d'autres types de complexes. Donc, c'est encore Gilmour, ici, qui a utilisé ces complexes de salène d'aluminium 3, alors qui était connu dans la littérature pour être photoactif, hein, par des travaux de Garcia. Donc, c'est l'aluminium 3 qui peut être cationique ou pas selon le ligand qui est ici. Si c'est un ligand X, bah, évidemment, c'est neutre, mais si c'est un ligand L, vous avez un contre-ion. Et il y a eu aussi une revue assez intéressante par Cerroni et Cozzi là, sur le fait qu'ils pouvaient être des photocatalyseurs. Donc l'idée, c'est les substrats qu'il a utilisés, bah, évidemment, il faut une base de Lewis, parce que là, on est sur maintenant des interactions acide de Lewis, base de Lewis. Donc vous avez une complexation de l'acétone sur l'aluminium 3. Cet aluminium 3 est photoactif et va en fait donner un électron, ce qui conduit, vous avez des ligands non innocents, le système salène est non innocent, donc c'est lui qui va prendre en charge cette oxydation. Ce radical est en alpha d'un cyclopropane, donc évidemment, il va s'ouvrir très vite. On forme cet intermédiaire ici, et là, maintenant, c'est la refermeture qui va être, en fait, on va dire, énantiosélective, et qui va conduire à ce qu'on va former préférentiellement un énantiomère par rapport à l'autre, et a priori, qui ne refait pas le cycle. Donc, ou qu'il le fait, mais de toute façon, on peuple toujours dans le bon. Donc, les résultats sont vraiment très bons. Ouais, donc, voilà. Donc, bon, le schéma ici est chargé. Donc, bon, les EE peuvent être très bons. La variété de substrats n'est pas inintéressante. Hein, vous voyez le scope ici. Alors, évidemment, c'est des cyclopropyl cétones. Mais malgré tout, on a une certaine variété. Après, ces substrats-là peuvent être fonctionnalisés. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est là aussi, qu'est-ce qui ne marche pas? Bah, en fait, qu'est-ce qui ne marche pas? Par exemple, l'ester ici ne marche pas. Alors, pourquoi l'ester ne marche pas? Parce que tout simplement, il est beaucoup plus dur à réduire. Parce qu'en fait, là, on a une étape redox. Hein, on est sur quelque chose ici où on a un photocatalyseur qui va donner un électron à moins 1,47, donc qui est relativement réducteur, mais qui n'est pas non plus super réducteur. Donc là, quand on est à moins 2,2, c'est vraiment dur à réduire. Les cétones ici qui ont été utilisés, généralement, vous voyez, elles sont moins 2, et là, ça passe encore. Et là, celui-là ne marche pas non plus, parce qu'en fait, dans ce cas-là, ce qui a été montré, ce n'est pas tant un problème de réduction, même s'il est un peu moins bon, c'est surtout un problème que le radical, l'ouverture ici dont on a besoin, ne se fait pas très bien, c'est-à-dire que cette étape-là ici, d'ouverture du radical, les diméthyls ici ne sont pas suffisamment stabilisants pour ce radical. En tout cas, elle est limitante. Donc globalement, bon, ces calculs sont assez impressionnants, mais ce qui montre en fait globalement, c'est qu'il y a très peu de différences
vous avez les deux énantiomères de votre cétone et la complexation avec cet aluminium. Au niveau des énergies, les complexes sont vraiment très proches en énergie. Leur photoexcitation aussi est très très proche. Ça conduit à des états excités qui sont relativement proches. Et globalement, tout se joue en fait sur ces quatre intermédiaires ici qui vont soit conduire à l'énantiomère en fait, qu'on voit moins, ou soit converger vers celui qui est obtenu. Et globalement, c'est ces deux-là, tous ceux qui sont en seconde, là, INT seconde et celui-ci, qui conduisent à celui-là, et ces deux-là qui conduisent à celui-là. Alors en fait, même s'ils ne sont pas forcément les plus bas en énergie, c'est vraiment la formation de cette liaison carbone-carbone ici dans l'environnement du photocatalyseur à l'aluminium qui va être discriminante. Alors c'est des chemins qui sont montrés dans le SI qui sont assez illisibles, mais c'est ça qui va conduire à la formation de cet énantiomère-là, puisque ces deux-là peuvent y conduire, et ces deux-là conduisent à l'autre. Mais ça se joue vraiment dans l'étape de recombinaison des radicaux pour former le cyclopropane. Voilà, donc c'était juste pour vous donner aujourd'hui une idée de l'avancée des travaux en photocatalyse, notamment en photocatalyse asymétrique, beaucoup basé sur la photosensibilisation, mais comme vous le voyez ici aussi sur le transfert d'électrons. Ce qu'on voit, c'est que ces derniers complexes d'aluminium, ces Salem templates, avec des complexes d'aluminium, c'est une famille, mais probablement il y en a d'autres. Et donc on voit que c'est quand même quelque chose qui va certainement connaître beaucoup de développement, parce que là aussi on peut fonctionnaliser vraiment de façon assez conséquente ces ligands, et peut-être les rendre aussi plus réducteurs par exemple, ou ainsi de suite. Donc on voit qu'on a probablement pas mal de choses qui émergent de ces travaux. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention.